la question, c'est peut-on dire que le Covid-19 n'aura pas la peau de la copro? En effet, les copropriétés engagées dans les plans de rénovation, notamment des chaufferies, ne semblent pas avoir levé le pied. Tel est le constat qu'on peut faire au niveau des entreprises, mais là je parle sous votre contrôle. Tout à Le fait. sujet non seulement celui des économies d'énergie, mais également celui de la valorisation du patrimoine. Alors au-delà des aspects financiers et quelque peu mercantiles, les PCS, hein, je parle sous, là tout le monde connaît cet acronyme, c'est-à-dire les présidents de conseils syndicaux, les Mm. PCS leaders énergétiques, n'ont-ils pas également une motivation écologique de préservation de notre bien commun? Ainsi, je fais le pari qu'ils ont installé durablement dans les esprits la transition énergétique de leurs copropriétés et de leurs copropriétaires, et leurs convictions ne seraient pas ébranlées par le Covid-19, je devrais dire d'ailleurs la Covid-19, Oui. mais plutôt renforcées. Pour les plus réticents, le plan de relance saura les faire basculer dans l'action avec les quelques milliards. Comme dit le colibri de Pierre Rabhi, faisons notre part pour éteindre l'incendie. Voilà, ça c'était ce petit chapeau. Peut-être on peut commencer un petit tour de table pour vous présenter tous les trois. Qui veut dire qui il est et ce qu'il fait? Je peux commencer. Voilà, Donc, je Stanko. m'appelle Stanko Trifinovic. Je suis le directeur adjoint de copropriété service, donc une des émanations de l'ARC, donc l'association des responsables de copropriété. Nous représentons 14 000 copropriétés adhérentes. Donc, dans ce cadre, on a en permanence des retours sur toutes sortes de thématiques et notamment donc l'évolution des questions autour des chaufferies et des énergies. Merci Stanko. Fabien, peut-être Oui, bonjour. Donc Fabien Gantois, architecte et vice-président de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. il faut parler bien fort, Fabien, parce que Oui, du coup, ça. Ouais. excusez-moi. Donc l'Ordre des architectes d'Île-de-France représente les 10 000 architectes inscrits dans la région Île-de-France. Et plus particulièrement, nous avons des groupes de travail en coordination, y compris avec les architectes de propriété, y compris avec l'ARC, par exemple, qui travaillent autour de la transition écologique, l'emploi des matériaux biosourcés, etc. Très bien. Nicolas. Et Nicolas Caillot, moi je suis responsable du département énergie et environnement au sein de l'Union sociale pour l'habitat. L'Union sociale pour l'habitat, c'est la confédération qui représente les organismes HLM en France. On représente à peu près 5 millions de logements et 11 millions de personnes logées. Que cela, j'allais dire. C'est déjà pas mal. Alors, du coup, c'est super parce qu'aujourd'hui, on a les maîtres d'œuvre qui sont représentés, les propriétaires, les copropriétés et puis les bailleurs. Donc, on va pouvoir débattre de ce sujet qui est autour de la rénovation et notamment, on va parler énergie et chaufferie. Donc, c'est ce que je disais en chapeau, Stanko, c'est aujourd'hui, est-ce que le constat, on peut le confirmer que le dynamisme autour des rénovations, et notamment des chaufferies, n'est pas arrêté, bien au contraire? Non, du tout. Pendant la période de confinement, d'ailleurs, l'ARC n'a pas arrêté ses activités. On a eu une semaine un peu compliquée la première semaine, mais ensuite on a gardé le contact et on a continué à avoir des retours et à échanger avec nos adhérents. Et il s'est avéré que c'était un motif de réflexion. Donc, il y a pas mal de chantiers en cours et encore plus de projets en cours. Donc, ça se confirme. Il n'y a pas eu de baisse ou de ralentissement, en tout cas parmi nos adhérents. Il Ouais. n'y a pas eu de mise en pause en attendant voir ou des choses comme ça. Ouais. Si on regarde aujourd'hui sur je parle là pour Fabien, hein, sur la partie rénovation, aujourd'hui, qu'est-ce qu'en pensent les architectes et finalement quel est le mot d'ordre dans ce cadre? Le mot d'ordre, c'est il faut y aller et il faut y aller vite. On parlait effectivement, est-ce que la Covid aura la peau ou a eu la peau de la rénovation? Je ne pense pas, parce que finalement, on s'aperçoit que sans action, on est en train de contracter une dette environnementale et que c'est une dette qui ne sera pas remboursable. On s'en rend bien compte. Donc aujourd'hui, c'est marrant parce que les chiffres de la mutuelle des architectes français sont sortis récemment. Et donc, sur l'année dernière, la rénovation, c'est un peu moins d'un tiers en fait du chiffre d'affaires des architectes.
Et on sait tous qu'à l'échelle européenne, ça pourrait être 80% des travaux. Donc on se rend bien compte qu'il y a une bascule à faire au niveau de la profession d'architecte, c'est-à-dire de prendre en main la question de la rénovation plus que jamais, puisqu'on sait pertinemment que la rénovation, c'est presque le salut, dans le sens où c'est une économie de ressources, c'est une économie de foncier, et c'est aussi un travail au quotidien, en proximité avec les habitants, et ça c'est très important pour les architectes. Oui, parce que finalement, quand on rénove ces logements, c'est ce que vous avez fait au niveau de l'USH, au niveau des bailleurs sociaux, c'est on valorise son patrimoine. Effectivement, ce qu'il faut bien. Alors, Covid ou pas Covid, hein, historiquement, les organismes HLM ont toujours été des acteurs de la rénovation énergétique, et on a plutôt un parc qui est plus performant que le parc privé de ce point de vue-là, même s'il nous reste encore quelques bâtiments énergivores, hein. Il nous reste des bâtiments énergivores dans le parc qu'on doit traiter. On On est a une dans idée une d'ailleurs, logique patrimoniale. Nicolas, on a une idée de pourcentage de bâtiments qui ont été rénovés dans le parc social? Et une publication qui est sortie, je crois, il y a une dizaine de jours par le SDES, donc les services de l'État, et l'évaluation qui a été ressortie, c'était 7% du parc HLM. Donc, A été rénové, hein. 7% reste dans les passoires énergétiques. Donc, Ah oui, donc la majorité a été après, rénovée. on a de toute façon la majorité de notre parc, on a quasiment 80% qui sont en ABCD. Ouais. On n'a pas le parc le plus énergivore de ce point de vue-là. Donc voilà, et c'est vrai que c'est une dynamique historique chez nous, mais ce qui est logique, hein, les organismes HLM construisent et gèrent le patrimoine sur toute la durée de vie, donc ils sont vraiment dans une logique d'entretien et de gestion du patrimoine à long terme, et suivant les cycles immobiliers classiques, on a des rénovations qui sont faites des ensembles tous les 20-30 ans, suivant les cas, suivant les besoins aussi qu'il peut y avoir. Et pour le coup, ça va, à chaque fois qu'on réhabilite un patrimoine, on va traiter partie de l'isolation, on va traiter la performance des équipements. Donc, on va effectivement agir sur les chaufferies et mettre des chaufferies plus performantes, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, les travaux ont été réalisés aussi, hein, sur ces chaufferies. Vous avez plus de chaufferies, j'imagine, fuel. On en a, c'est vraiment anecdotique, hein, le nombre de chaufferies fuel qui nous reste. Ça, c'est clair. Après, si on veut avoir une réflexion d'une manière un peu plus globale sur ce volet-là, c'est vrai que la partie chauffage, chauffage énergie, c'est une partie qui est un peu plus complexe. Enfin, un peu plus complexe. Donc, on va avoir ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est qu'un maître d'ouvrage HLM a vraiment la main sur la performance intrinsèque du bâtiment. Donc la performance de son enveloppe, la performance des équipements techniques qu'il va y avoir à l'intérieur du bâtiment, donc les équipements chaudières, etc., équipements de chauffage, de CS en font partie. Là où il a un peu moins la main, et ça fait partie du sujet aujourd'hui, c'est sur l'approvisionnement en tant que tel de l'énergie qu'il peut y avoir pour alimenter ce bâtiment, et qui est la résultante plus d'une offre d'énergie disponible dans le quartier, dans la ville, sur le territoire, sur lequel est implanté le bâtiment. Et donc, toute la stratégie patrimoniale que va avoir un organisme HLM va être celui-là. C'est comment est-ce que je peux rendre plus performant mon immeuble, bien l'isoler, adapter les équipements pour qu'ils aient une efficacité, des rendements qui soient optimales par rapport aux techniques disponibles sur le marché au moment où ils font la rénovation. Et après, la partie approvisionnement énergétique va dépendre clairement de ce qu'il est possible de faire dans
dans le territoire, sur le territoire concerné par, où est implanté l'immeuble. Oui, Stanko, au niveau des. Là, il y a là, je rebondis, hein, mais c'était quelque chose qu'on avait préparé aussi. Finalement, il y a des différents types là, on parle d'exploitation, il y a différents types de contrats et différents types d'énergie. On peut aussi peut-être parler de celles qui sont de la moins chère à la plus chère. Oui, alors la moins chère à la plus chère ne sont pas forcément les moins chères, la moins chère à la plus chère à installer. Donc la moins chère, c'est le bois. Après, je reviendrai dessus. Ensuite, c'est le gaz, les réseaux de chaleur et en bon dernier, l'électricité. Et le fuel dans tout ça. Le fuel, voilà, nous, on se place déjà dans l'anticipation de l'arrêt du fuel en 2022. Donc, le gros travail qu'on a à l'ARC auprès des copropriétés, c'est d'essayer de sensibiliser à cette anticipation nécessaire parce qu'à partir de 2022, on ne pourra plus remplacer les chaudières défaillantes au fuel et il faudra donc les remplacer par une autre source d'énergie, par un autre type d'installation. Et donc pour revenir au prix, évidemment le bois est le moins cher, mais c'est pas possible, c'est pas toujours possible et c'est même difficilement installable dans la plupart des configurations physiques des bâtiments, des copropriétés. Et parce qu'il faut de l'espace, il faut un silo, etc. Donc le gaz prend la première place en termes de prix intérêt, de moins-disance de prix. Et donc, on passe à gaz, réseau de chaleur, l'élec et le bois avec beaucoup de guillemets de circonstances particulières. Voilà. Oui, ça a des impacts effectivement sur l'architecture, hein, finalement le choix du mode de chauffage, Fabien, et on parlait aussi de cadre de vie. C'est comme le disait Stanko, effectivement, ça a des impacts sur l'architecture quand il faut installer un équipement, hein, que ce soit une chaudière bois, une chaudière gaz, une PAC en toiture, ou après des salles de transfert pour les réseaux de chaleur. Ça, c'est important. Et puis, c'est vrai qu'au-delà de l'équipement lui-même, la question du calcul énergétique, la façon dont le kilowatt d'énergie délivré à l'utilisateur rentre dans le logiciel du calcul, a un impact absolument direct sur la façon dont on va traiter aussi l'enveloppe du bâtiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le calcul, il est beaucoup plus simple d'avoir un bâtiment performant s'il est évidemment chauffé au bois ou s'il est chauffé au gaz avec une énergie qui est considérée comme renouvelable par le législateur. En revanche, avec le coefficient d'énergie primaire, le CEP qui est utilisé pour l'électricité, qui est environ de 2,5, ça veut dire que dans le calcul, on ne compte pas 1 kW, on compte 2,5 kW. Donc, ce qui veut dire qu'il faut avoir une enveloppe qui est beaucoup plus performante. Alors ça a des impacts directs sur le patrimoine architectural, sur une façade, sur le type d'équipement extérieur qu'on va mettre en place, type murs manteaux, et aussi sur la pérennité des ouvrages. Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une décorrélation des fois entre le coût qu'il peut y avoir de l'énergie et la manière dont on présente l'étiquette énergétique. Ce que vous disiez, c'est qu'on passe, quand on avait discuté, c'est qu'on passe de F à D en mettant du gaz. Pratiquement, on change les fenêtres. Aujourd'hui, les bailleurs le font quasiment plus, mais il y a eu un moment donné, pour certaines opérations, c'est ce qui était fait. On changeait l'équipement, on changeait les fenêtres, et ça permettait d'avoir un gain qui était subséquent. Aujourd'hui, je pense que M. Caillot l'a bien répété, la question de la propriété à long terme et d'un enjeu de maintien des biens fait que les rénovations sont beaucoup plus globales que ça. Mais parfois, il arrive, et notamment sur certains bâtiments, en fait, on se retrouve, nous, architectes, complètement piégés avec un calcul qui fait que sur un bâtiment qui est extrêmement bien dessiné, et on parle surtout du parc, on va dire, fin des années 70, les années 80 jusqu'au milieu des années 90, qui est un parc qui est essentiellement équipé avec des convecteurs individuels qui ont évidemment, bien entendu, leurs défauts. Ces bâtiments-là, s'ils restent à l'électricité,
pour les isoler, ça devient extrêmement difficile sans altérer l'architecture et donc le patrimoine. Donc la question du coût, évidemment, il y a un coût énergétique, il y a un coût d'investissement, il y a un coût d'entretien, mais il y a un coût, j'allais dire, symbolique pour le patrimoine, mais ce coût symbolique sur l'image d'un bâtiment, finalement, c'est un coût réel à la revente aussi du patrimoine. Ouais. Je vois Stanko qui réagissait. Oui, nous on essaye donc toujours dans cette démarche d'agir en anticipation, parce qu'évidemment en anticipant, on arrive mieux à maîtriser les coûts et avoir une vision plus globale. On essaye d'encourager les copropriétés de pousser les études à fond possible, et notamment de ne pas lésiner sur l'accompagnement par des professionnels de l'architecture, donc des architectes, pour prendre en compte cet aspect-là, du maintien d'un patrimoine, hein, que certains ne saisissent peut-être pas encore comme un patrimoine, mais qui est notre patrimoine d'aujourd'hui déjà, et certainement celui de demain, et qui est une plus-value. En termes de maintenance et d'exploitation du bâtiment, Nicolas, ça, je crois que c'est aussi un sujet sur lequel vous apportez beaucoup d'attention. Oui. Me permettre, je vais juste réagir par rapport au point qu'il y a eu juste à l'instant sur comment est-ce que un mode de calcul énergétique et une conditionnalité d'aide financière à un mode de calcul énergétique peut venir impacter le programme de travaux qu'on va faire sur le patrimoine. Là, c'est un très bon exemple qui a été pris. C'est-à-dire que pendant des années, nous, on a eu un dispositif financier qui permettait d'avoir un éco-prêt dans le logement social pour faire des réhabilitations thermiques qui était basé sur un indicateur en consommation d'énergie énergie primaire par mètre carré et par an pour le logement. Ce qui a impliqué en fait des effets d'aubaine qui font qu'on avait un moyen de financement et il suffisait globalement de passer d'un chauffage électrique à un chauffage gaz pour pouvoir avoir ce prêt. Quand on met cela en perspective des objectifs long terme, objectifs par exemple de la stratégie nationale bas carbone, on se rend compte que ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, il faut remettre effectivement une couche patrimoniale. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir des raisonnements sur la performance intrinsèque de l'enveloppe du bâtiment, la performance intrinsèque de ses équipements et l'approvisionnement énergétique à côté, en dernier lieu, c'est bien ce type de raisonnement qu'il faut avoir et inscrire la réhabilitation énergétique dans son ensemble en fonction de ces différents éléments. Et c'est vrai que si on se projette à 30 ans à la avec le principe de la SNBC, le principe de la SNBC aujourd'hui, dans 30 ans, l'approvisionnement énergétique des bâtiments est complètement décarboné. Donc, est-ce que ça vaut le coup demain pour avoir une étiquette qui est plus performante de passer de l'électricité au gaz et pour dans 20 ans qu'on nous dise non, finalement, le gaz, vous ne pouvez plus, la réglementation ne permettra pas de le faire. Peut-être qu'il vaut mieux se focaliser effectivement sur les travaux d'enveloppe, les fenêtres, pour pouvoir diminuer au maximum les besoins et garder un chauffage électrique. Dans certains cas, ça peut être totalement pertinent. Donc, il faut chaque cas, chaque configuration va avoir ses réponses. Et encore une fois, c'est fortement dépendant de la disponibilité des sources d'énergie que l'on peut avoir sur le territoire donné à l'instant T et dans le futur. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, ce que vous dites tous, hein, mais Nicolas, ce que vous dites, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait plutôt des audits énergétiques pour donner une situation à rénovation, donc à 2-3 ans, une fois que tout aura été voté, bon, ça va plus ou moins vite, chez les bailleurs sociaux, ça va plus vite puisqu'il y a un seul décideur, mais dans les copropriétés, on va y revenir, ça prend un peu plus de temps. Mais ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il faudrait peut-être mener cet audit énergétique et lui donner un peu de perspective pour dire, voilà, si on se projette dans 30 ans, qu'est-ce que ça donne ? C'est exactement ça. Il faut, et c'est vrai que pour ça, les bailleurs sociaux ont
mettent en place des plans stratégiques patrimoniaux. Donc, ils vont regarder ces éléments-là, avoir une vision un peu plus long terme et faire des choix stratégiques en fonction de ces éléments, de ces arbitrages là, liés à la qualité, la vétusté du bâti, des équipements, les possibilités d'approvisionnement qu'on peut avoir sur le territoire donné. Mais c'est vraiment ouais, il faut essayer. Enfin, on construit un bâtiment pas pour 2-3 ans. Et c'est vrai que après, les cycles ne sont pas les mêmes. Hein. Un bailleur social, quand il construit en général pour gérer sur plusieurs décennies. Enfin, c'est historiquement, et il n'y a pas de raison que ça change. Hein. Les cycles dans le logement privé, on est aux alentours de 7 ans. Donc, les raisonnements ne sont pas les mêmes et c'est logique. On n'a pas la même projection. Mais il faut quand même questionner ces éléments-là par rapport à un patrimoine donné qui est là aussi pour durer et s'inscrire dans une dynamique énergie et carbone du territoire donné. Oui, Stanco, finalement, si on regarde là pour donner l'écho sur le patrimoine des privés, le conseil syndical, c'est un lieu d'échange, de discours, de débat. Hein. Oui, d'affrontement même parfois. D'affrontement. De rapport de force en tout cas. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas aussi une difficulté quand il y a ce débat qui est né de sortir de la simple contrainte de prix, de donner un peu de perspective en disant dans 20-30 ans, ça va donner ça et donc il faut que vous ayez ça en vision également. Alors, les conseils syndicaux donc, sont constitués par des copropriétaires et qui ont chacun a son point de vue et généralement le point de vue financier est celui qui prévaut in fine, qui pendant les débats internes. Et nous, à l'ARC, on essaye justement de sensibiliser là-dessus. Et je pense qu'aussi que les maîtres d'œuvre, pas toujours, mais quand même, sont de plus en plus aussi sensibilisés et ont aussi une fonction pédagogique pour orienter les conseils syndicaux et donc les décisions prises en AG vers une réflexion pas simplement de l'ordre du financier et du court terme, quoi. Ouais. Et il y a quand même une mentalité de gestion de bon père de famille, comme on disait, qui quand les copropriétés ne sont pas en difficulté ou elles ne sont pas dans des combats internes ou dans des problèmes qui peuvent arriver divers et variés, existe encore. Donc cette mentalité de gestion de bon père de famille. Et souvent, de plus en plus, souvent je vois des devis, des appels d'offres où le moins cher est écarté, par exemple, et il y a une notion de qualité. Et la pérennité et l'évolution du bâti fait partie maintenant de ces réflexions-là. Mais pour ça, il faut que la copropriété soit saine et qu'elle ne soit pas prise à la gorge et noyée dans les problèmes. Mais ça arrive, c'est quand même un état de fait, donc cette préoccupation. Oui, oui, c'est intéressant cette notion de. Finalement, il faut pas être forcément en gestion de bon père de famille parce que il faut dépenser parce que finalement c'est dans 20 ou 30 ans que la note sera présentée. Bien sûr, exactement. Quand Fabien, là, Stanco vous interpellez gentiment en disant les maîtres d'œuvre finalement quelque part ont une conviction aujourd'hui. Et ce que j'entends, c'est que peut-être ils peuvent pas complètement appliquer leur conviction. Vous, est-ce que votre conviction, c'est de dire il faut installer des ENR dans les copropriétés ou dans les bâtiments collectifs, hein, y compris chez les bailleurs sociaux? Alors, premièrement, je pense que chaque cas est particulier. Il n'y a pas on va dire, il faut mettre des ENR, surtout que l'ENR à l'échelle de l'îlot, aujourd'hui, on sait qu'elle n'est pas extrêmement performante. La seule ENR qui fonctionne vraiment bien, enfin bon, en dehors de l'hydraulique, mais on va dire que c'est l'éolien. Mais un éolien à l'échelle de l'îlot, c'est pas un éolien qui a un bon rendement, ou alors ça va rester accessoire. Le photovoltaïque, enfin le
thermique, lui, il peut être intéressant. Encore faut-il pouvoir avoir une chaufferie collective pour préchauffer le l'ECS, enfin le chaude sanitaire par exemple. Là, c'est intéressant. Le photovoltaïque, lui, il n'est pas extrêmement intéressant. Je pense que la question quand même de la production collective et ensemble de l'énergie, et on sait que les gros équipements sont des équipements qui ont des bons rendements, c'est quelque chose qui doit a priori être privilégié, que ce soit par exemple des réseaux de chaleur ou des sources beaucoup plus centralisées. Et pour répondre à ce que disait Stanko, la question du maître d'œuvre, et c'est aussi la question de prendre le temps avec la copropriété, avec le bailleur, d'établir un diagnostic et des scénarios. On ne prend pas la mer comme ça en se donnant un cap au hasard. Ça veut dire que les enjeux, ils sont extrêmement importants en termes d'investissement. On sait pertinemment que si l'investissement initial n'est pas bon, finalement, on va répondre à un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que sur le marché, il y a des effets d'aubaine qui vont se créer. Les gens vont se dire, bon, c'est l'isolation gratuite, je la pose, etc., sans s'apercevoir qu'on peut aussi contracter une dette, finalement. Je prends un exemple, j'ai absolument rien contre les murs manteaux, mais un mur manteau, on sait tous qu'un mur manteau mal posé ou bas de gamme, on sait que dans 25 ans, on le refait. On peut expliquer ce qu'est un mur manteau? Isolation extérieure, une isolation extérieure avec une laine ou un polystyrène, c'est de moins en moins, mais on va dire avec une laine, quelle que soit sa filière, on sait pertinemment que si elle n'est pas extrêmement bien posée par les entreprises extrêmement compétentes, etc., généralement, il y a des affaissements, il y a des points techniques qui sont toujours difficiles à traiter. On sait aussi que c'est la solution pratiquement la moins chère. Alors, vous allez peut-être aujourd'hui être propriétaire d'un bâtiment qui est plutôt intéressant, qui a, mettons, une maçonnerie qui est visible, qui a une très très bonne pérennité. Je prends par exemple de la brique, où on a des cycles de vie de joints qui sont de l'ordre du siècle quand ils sont bien faits. Vous allez isoler ça, vous allez mettre un mur manteau, ça ne va pas vous coûter très cher parce que sur le marché, c'est avec le produit le plus performant économiquement. En plus, vous allez avoir des aides, mais au final, dans 25 ans, dans 30 ans, vous revenez. Donc la question de l'investissement, elle doit être faite sur un très très long terme. Et donc la première étape, l'étape de réflexion, alors ça se fait avec des architectes, mais pas que. Les architectes aussi coordonnent tout un tas de spécialistes, et puis ça se fait aussi en relation avec les copropriétaires, avec la maîtrise d'ouvrage. C'est établir le meilleur scénario, à la fois pour l'investissement financier, pour la maîtrise des dépenses énergétiques, et puis pour une valorisation du patrimoine. Je pense que le patrimoine n'est pas figé. Vous savez, en France, vous avez le patrimoine qui est protégé d'un point de vue par l'État, que ce soit des bâtiments qui sont inscrits, des bâtiments qui sont classés, des bâtiments qui sont dans des périmètres de protection autour des monuments historiques. Et puis vous avez aussi maintenant des protections villes, où les villes identifient des patrimoines et donc elles ont établi une certaine protection. Mais pour autant, en dehors de ces patrimoines-là, vous avez plein de bâtiments qui sont auxquels il faut faire attention. Vous avez des bâtiments qui, parfois, finalement, avec un bon investissement, vous allez augmenter la valeur patrimoniale du bâtiment. Donc, la rénovation est une chance. Et donc, tout ça, ça se regarde de manière multicritère dans des longues réunions de syndic, j'imagine. En tout cas, des longues réunions pour établir le meilleur scénario possible et puis aussi établir des scénarios flexibles. Je pense qu'aujourd'hui, on a une idée de ce que c'est que la rénovation thermique, l'amélioration des équipements. Et tout à l'heure, on parlait de la question de l'équipement. Aujourd'hui, peut-être qu'on va pouvoir ne se payer qu'une chaudière gaz, mais on peut aussi imaginer, tiens, comment est-ce que dans 25 ans, en 30 ans, on revient sans avoir un investissement qui est extrêmement lourd. Et tout ça, ce sont des choix stratégiques qui doivent être menés. Il faut bien prendre le temps de les mener et pas être saisi par un effet d'aubaine et de faire un projet en mode panique. Oui, donc, oui, on pourrait dire quelque part que les bailleurs sociaux peuvent être un exemple sur cet aspect-là, parce qu'effectivement, il y a moins cette discussion, mais là, je peux peut-être faire reprendre par Stanko, mais il y a moins cette discussion qui pourrait avoir lieu un peu court-termiste, et on comprend, parce qu'un copropriétaire qui reste 7 ans, comme vous le citiez, dans un logement, il se dit, ben, moi, c'est une belle affaire, dans 20 ou 30 ans, je suis en train de valoriser mon patrimoine aujourd'hui. Alors, on avait une question de Laurent qui disait, mais pourquoi l'électricité est-elle autant défavorisée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre là-dessus, Fabien? Oui, je peux répondre. En fait, c'est un choix français. L'électricité défavorisée, c'est le choix français du nucléaire. En fait, l'énergie française, c'est 70% aujourd'hui sur les centrales nucléaires. Donc, le micro, Fabien, oui, il faut bien le mettre. Vous m'avez entendu là. Oui. Quand vous produisez 1 kW d'énergie électrique à la sortie de la centrale, en fait,
vous en avez 2 qui partent en refroidissement. Donc, c'est de la vapeur d'eau qui part dans l'atmosphère. Voilà, c'est pas du tout pollué, mais enfin bon, c'est de la vapeur d'eau. Quelques pertes en ligne, mais ça en France, c'est assez faible. Et donc, le mode de calcul, en fait, prend cette déperdition thermique, enfin, électrique, pardon, au niveau des centrales nucléaires. Donc après, chaque source d'énergie a un petit calcul comme ça. Certaines, c'est 1, d'autres, c'est 1,1, etc. Mais on retient pour l'électricité à peu près 2,50. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire c'est la chaleur dont c'est l'énergie qu'on ne peut pas récupérer, hein? Global, c'est ça. En Ouais, fait, elles sont, enfin, autour des centrales, il y a quelques endroits où c'est récupéré pour du maraîchage, etc., pour chauffer des serres, mais c'est epsilon, absolument epsilon par rapport à la quantité d'énergie qui est produite. ailleurs, on réchauffe le Rhône. Et du coup, Nicolas, vous vouliez répondre? Je voulais juste réagir, c'est que on a et les raisonnements qu'on a aujourd'hui sont des raisonnements d'étiquette énergie. Si on regarde la stratégie nationale bas carbone, SNBC, les raisonnements sont purement carbone. La préparation de la future réglementation environnementale, RE 2020, va avoir des raisonnements de plus en plus prégnants en carbone. Et d'autres éléments de réflexion qui permettent de dire plus on isole un bâtiment, plus les besoins en chauffage vont diminuer, permet de questionner ce raisonnement purement en énergie primaire. Nous, c'est vrai que c'est une question qu'on a de longue date chez nous. C'est-à-dire qu'on se dit que clairement, il faut avoir un indicateur qui est révélateur de ce qui se passe au compteur. Et donc, on est plus sur des raisonnements soit en énergie finale, soit on se met clairement dans une dynamique qui est purement liée à l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050. Donc, c'est plus des raisonnements carbone. Et pour le coup, peut-être que les choix qui seraient faits in fine dans les bâtiments, et notamment dans les bâtiments performants, peut-être plus pertinent des fois de garder un chauffage électrique si les besoins de chauffage sont résiduels. Et globalement, faire l'économie d'une installation de chauffage central collectif pour avoir des besoins résiduels qui sont faibles. Il faut clairement poser la question. Donc, Oui. mais après, ça, ce sont des choix qui sont faits au niveau national et qui sont un contexte réglementaire au niveau national. Mais des fois, il faut passer ce simple raisonnement en ticket énergie. Et surtout en énergie primaire. Surtout si l'offre disponible en approvisionnement énergétique sur le territoire donné ne permet pas aux propriétaires, aux occupants de se mettre sur cette trajectoire de la SNBC. Ouais. Ce que je vois en arrière-plan, ce que vous dites, Nicolas, c'est que peut-être des personnes vont faire des travaux aujourd'hui avec un mode de calcul et que il risque de changer. dans 5 ou 7 ans, les choses vont changer, donc vont se retrouver face à un tableau qui sera plus bon. Et donc, moi, je trouve cette table ronde passionnante à ce niveau, c'est-à-dire cette idée de se mettre en perspective. Alors, il y avait une question que je veux aborder pour Stanko qui dit le problème, là, c'est pour le problème est souvent, d'ailleurs, tu la vois, j'imagine, le problème est souvent, mais je ne pourrais pas ne pas te la poser, est souvent d'avoir des syndics dont la compétence technique est proche de zéro, d'où la difficulté de choisir les bons sous-traitants, à moins d'avoir un maître d'œuvre qualifié. Oui. Voilà, donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une difficulté aussi d'avoir, finalement, on peut se dire, sans taper sur les syndics, mais est-ce qu'on peut se dire que c'est une difficulté des fois d'avoir des opérateurs qui ne sont pas tout à fait compétents et qui... Alors moi, je m'inscris. En fait, le syndic, sa compétence technique, elle n'est pas réputée. Enfin, le syndic n'a pas à être un spécialiste des énergies renouvelables ou du chauffage. Évidemment, il a des notions, mais c'est pas lui qui va diriger la réflexion. Lui, il reçoit et il coordonne un peu les choses, mais il reçoit surtout la réflexion des conseils syndicaux. Et c'est là que doit se faire
la réflexion. Après, le syndic, évidemment, il doit encourager les copropriétaires à s'entourer des bons interlocuteurs et des bonnes équipes. Mais ce n'est pas lui qui va faire tout seul le constat, les audits, le conseil technique, etc. C'est pas son rôle, en fait. Donc, et par ailleurs, en ce qui concerne les équipes justement de sachants, une fois de plus, le conseil syndical se doit de mener des appels d'offres, hein, de prospecter, de ne pas simplement subir les propositions faites par le syndic, donc les gens du carnet d'adresse du syndic. Doivent élargir leur vision pour justement avoir plusieurs sons de cloche et rechercher une solution plus techniquement complète et intéressante. Oui, c'est le président du conseil syndical, leader énergétique, il doit s'emparer, le conseil syndical doit s'emparer du sujet, il ne doit pas attendre après Oui, le en fait, syndic. pour moi, ça fait partie aussi d'une notion de citoyenneté, en fin de compte, hein. On est tous responsables. Donc, quand on est copropriétaire, on est inscrit dans un contexte, on se doit d'être responsable, quoi, et bon, c'est la société entière, hein, mais qui devrait être dans cette mouvance, hein, dans cette réflexion. Mais c'est sûr que c'est pas le syndic qui peut, sauf si c'est du militantisme de sa part. Personnellement, mais il peut pas orienter. Il peut orienter, mais c'est le conseil syndical qui doit être le moteur, la Ouais. locomotive, et après avoir un rôle de pédagogie auprès de l'AG. Alors, une autre question d'un spectateur anonyme, c'est quel type de contrat doit-on privilégier et quel piège? Alors, bon, je sais que les contrats, c'est extrêmement compliqué. Oui. Est-ce que c'est possible de répondre en 2 minutes? Le vaste sujet. Donc, on a plusieurs types de contrats qui vont de fourniture simple d'énergie à contrat avec entretien, puis donc c'est P1, P2, P3, P4. Nous, à l'ARC, on recommande fortement de ne pas se marier, donc c'est-à-dire les contrats P3, P4 qui sont beaucoup plus contraignants et qui doivent être pris en fonction du contexte, et plutôt se concentrer sur des contrats P2 qui sont des contrats d'entretien. Je sais que les P3, donc c'est une sorte de formule de contrat un peu tout risque, peuvent être intéressants dans certains cas de figure. Et puis les contrats P4, c'est plutôt des contrats qui se rapprochent un peu du leasing, hein, où on fait, et là on est marié avec l'entreprise vraiment d'une façon, on perd complètement presque le droit de regard, quoi, Ouais. sur... Nicolas, un avis là, sur ces contrats? Parce que vous êtes dans le logement social, vous avez le même type de contrat du coup? On va avoir effectivement des mêmes types de contrats après qui peuvent comprendre ou pas l'approvisionnement énergétique. Mais après, ce qui est surtout intéressant, c'est de pouvoir y mettre aussi une logique d'intéressement, une logique de résultat. On va essayer de faire en sorte de venir challenger l'exploitant sur la capacité à faire en sorte d'avoir une maîtrise, voire une diminution des consommations d'énergie dans les logements, dans le bâtiment, en fonction d'une cible qui est déterminée. Et puis, si on va un peu plus loin, on peut aussi avoir une logique de mise en place de contrats de performance énergétique, où là, il y a un vrai engagement de la part des prestataires pour pouvoir associer au contrat d'exploitation et de maintenance un gain d'économie d'énergie sur le bâtiment en tant que tel. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est extrêmement intéressant, puissant. Et après, les choix vont se faire principalement en fonction aussi de la complexité des installations qui seront mises en œuvre dans le bâtiment. Mm.
Fabien, une dernière question sur la partie valorisation du patrimoine. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous demande, vos clients, maîtres d'ouvrage publics ou privés d'ailleurs, vous disent cette valorisation du patrimoine, il faut la faire ressortir dans mon projet. Voilà, est-ce que vous devez vous projeter dans 20 ou 30 ans en disant voilà, votre bâtiment, il va mieux vieillir, il sera mieux valorisé, il coûtera moins maintenance, ou c'est pas encore tellement le cas? Alors, dans le public, les bailleurs ou les maîtres d'ouvrage publics demandent non pas des engagements sur la performance, quoique parfois, y compris pour les maîtres d'œuvre, pour la performance énergétique, mais sur la question du patrimoine et tout ce qui est entretien, oui, ça fait partie d'ailleurs de nos contrats et on répond sur cette partie-là. Après, au-delà de 30 ans, non, pas encore, mais on sait tous que l'utilisation de certains matériaux engendre une certaine durabilité des ouvrages. Donc ça fait partie, j'allais dire, d'une tradition constructive un peu préétablie. Aujourd'hui, on sait qu'on travaille sur des matériaux minéraux ou sur des vêtures, c'est-à-dire enfin des revêtements extérieurs qui sont plutôt d'ordre du métal ou plutôt d'ordre minéral, enfin minéraux, genre des plaques minérales, etc., ont des durées de vie qui sont supérieures soit à des enduits. Après, voilà, donc ça, chaque chose va être discutée, mais ça commence à rentrer de manière donc un peu partielle, mais c'est pas que les maîtres d'ouvrage d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit aussi, il y a eu, vous savez, de la réhabilitation de copropriété, mais c'est aussi né chez les bailleurs avec les rénovations Palulos et puis toutes les rénovations qui ont commencé à la fin des années 70 et les années 80. C'est-à-dire que les politiques, les citoyens ont vu parfois cette première génération de réhabilitation avoir lieu et ils ont vu aussi que les matériaux qui avaient été mis en place n'étaient pas forcément les meilleurs. Donc aujourd'hui, il y a une demande citoyenne, mais qui est, je ne vais pas dire que c'est une demande citoyenne contre une volonté des bailleurs. Je pense que c'est une demande citoyenne qui traverse aujourd'hui l'ensemble de la société pour avoir un cadre de vie quand on sort dans la rue, que le bâtiment, au bout de 15 ans, il est encore une tête tout à fait convenable, y compris au bout de 30 ans. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est un engagement quasiment citoyen de tout, comme le disait Stanco. Voilà. Donc, Fabien, vous avez fait le mot de la fin, finalement la synthèse. Il y a un engagement citoyen. Je vois que le temps file et puis on a tout un programme à voir aujourd'hui. Mais en tout cas, merci à vous trois là d'avoir mis. Moi, je trouve que c'était intéressant et le public jugera, mais en tout cas d'avoir mis en perspective en tout cas ces travaux et notamment sur le chauffage et l'énergie en disant effectivement il faut avoir une vision un peu long-termiste et pas forcément bon père de famille. C'est ça qui est un peu paradoxal. Voilà, un grand plaisir de vous avoir encore une fois avec nous, Stanco, Fabien et Nicolas pour l'USH, l'ARC et l'Ordre des architectes Île-de-France pour aller au bout du terme.